Lorsqu'on se lance dans l'immobilier ou qu'on est déjà dans l'immobilier, acquisition, location, gestion, transmission, on entend parler à un moment ou à un autre de société civile immobilière ou SCI pour les intimes. On entend plein de choses à ce sujet. La SCI, c'est génial car on peut le faire à plusieurs et ça, c'est rassurant. Avec une SCI, je peux facilement emprunter de l'argent pour les projets immobiliers ou encore avec la SCI, eh bien la fiscalité, elle est top. Eh bien tout ça, ça dépend vraiment de ta situation initiale, de tes objectifs et surtout des choix que tu vas faire. Dans tous les cas, si tu gravites autour de l'immobilier, il faut savoir que la SCI existe et surtout ce qu'elle peut faire pour toi. Et ça tombe bien car c'est l'objet de cette vidéo. On va voir ce qu'est la SCI, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et d'une manière générale, comment tu peux t'en servir pour monter ton patrimoine et réduire au maximum ton imposition. Car oui, l'objectif avant tout d'un investisseur, c'est de gagner de l'argent et c'est aussi de protéger cet argent. Moi, c'est Geoffrey, le fondateur de Rich, société dont l'objectif est de t'aider à définir tes objectifs et surtout à atteindre tes objectifs. Avant de commencer, pense à t'abonner et à partager au maximum cette vidéo. Bon, maintenant que c'est fait, Richer, prêt, feu, Richer. Qu'est-ce qu'une SCI? Tu l'as compris, SCI veut dire Société Civile Immobilière et en premier, on va trouver le mot société car tu vas donner naissance à une société, donc une personne morale. C'est quoi une personne morale? Eh bien, c'est une entité qui dispose des mêmes droits et des mêmes devoirs qu'une personne physique. Une personne physique, eh bien, c'est toi ou c'est encore moi. Pour faire partie de notre entité, de notre société civile immobilière, eh bien du coup, il va falloir apporter de la richesse à notre société. On parlera de capital social et ce capital social va être découpé en parts sociales. C'est quoi une part sociale? Eh bien, c'est un droit de propriété sur le capital social de notre société. Ce qui est logique, je prête de l'argent, ça reste mon argent, donc j'ai un droit sur cet argent et un petit peu plus large que ça, je vais pouvoir influencer la société en fonction de ce que j'aurai mis dedans. On va prendre un exemple, deux personnes veulent créer une société civile immobilière avec un capital social de 100 euros. Le premier investisseur va mettre 90 euros. Il va donc avoir 90% de droits sur le capital social de notre société et il va pouvoir donc diriger cette dernière. Le deuxième investisseur va mettre 10%, il aura donc 10% de droits. Et ça tombe bien que dans notre exemple, on a deux personnes qu'on appellera les associés car ils vont s'associer au niveau de notre société civile immobilière car pour créer une SCI, il faut être à minima deux personnes, deux associés. Après, il peut y avoir bien plus de personnes au sein de notre SCI. Des personnes qui peuvent être physiques, de la famille, des amis, autres personnes physiques ou des personnes morales, par exemple d'autres sociétés. Au niveau donc de ce fameux capital, on fait un petit peu ce qu'on veut. Par exemple, une personne pourrait amener 99% et l'autre seulement 1%. Par exemple, toi, tu détiens 99% des parts de la SCI et tu donnes une part à la famille, à des amis, enfin peu importe. Donc, dit autrement, tu vas utiliser la règle des deux personnes, mais au final, la SCI, ce sera pour toi. Si tu es pour faire ce genre de montage, tu peux aussi détenir 100% de la SCI. Comment tu fais? Eh bien, tout simplement, on l'a vu que ce groupement, ça peut être des personnes physiques et également des personnes morales ou un mix des deux. Tu pourrais par exemple ouvrir une SCI avec un associé qui est une personne morale. Et si on va un petit peu plus loin, tu crées une société, donc tu vas donner naissance à une personne morale et finalement, personne physique et personne morale, dans le package, tout cela t'appartient. Bref, on continue car après le S de société, on a civile immobilière. Et immobilier doit te faire penser au périmètre de notre SCI qui est donc la gestion et la transmission d'un ou plusieurs biens immobiliers. Et quand je parle de transmission, tu dois tout de suite penser à un horizon de placement qui est assez long terme. Bon, au niveau de notre SCI, c'est pas fait pour toi si, par exemple, tu veux acheter un bien immobilier ou plusieurs biens immobiliers pour vivre rapidement de tes rentes.
ce n'est non plus pas fait pour toi si tu veux acheter rapidement des biens immobiliers pour les revendre en masse et faire donc des plus-values. À un moment donné, on va venir tapoter sur ton épaule en te disant que la SCI, c'est plutôt une gestion de bon père de famille et que l'achat-revente, achat-revente, achat-revente, c'est du commerce. Donc ta société va être requalifiée et là, ça ne le fera pas. Tout ça pour dire que la société civile immobilière te permet de gérer et de transmettre un ou plusieurs biens immobiliers, que finalement on est sur un horizon de placement qui est plutôt long terme avec une gestion en bon père de famille. Pourquoi utiliser une SCI en 1? On a vu qu'il est possible de s'associer. Donc, hormis le cas de figure du 99%, 1% ou du 100% avec le petit montage personne physique, personne morale, eh bien le but de la SCI, c'est de s'associer, c'est de partager l'aventure avec des amis, de la famille, d'autres personnes physiques ou d'autres personnes morales pour à un moment donné encaisser les gains et aussi répartir le risque. Après, rassure-toi, c'est quand même assez rare qu'une SCI va se planter. En 2, on va pouvoir avec la SCI emprunter plus facilement. C'est vrai, en tant que particulier, quand tu vas emprunter de l'argent, parfois c'est quand même assez compliqué, pour ne pas dire un parcours du combattant pour certaines personnes. Quand tu es une société, c'est généralement beaucoup plus simple et c'est encore plus simple quand tu es une SCI. Tout simplement car il y a une contrepartie, les associés sont caution de notre SCI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre SCI emprunte par exemple 100 000 € pour un projet immobilier et qu'elle n'est plus en capacité de rendre cet argent, eh bien on va venir taper à la porte de nos associés en fonction de leur pourcentage d'investissement dans la société. Si je reprends mon exemple, 90% de droits sur le capital, 10% de droits sur le capital, et que notre SCI doit 100 000 €, eh bien on va venir récupérer 90 000 € dans les finances personnelles de notre premier associé et 10 000 € dans les finances personnelles de notre second associé. Et oui, au plus on a de parts, au plus ça peut être intéressant pour piloter notre société et récupérer de l'argent, on va le voir juste après, mais au plus on est responsable en cas de problème. Bien, on va voir le 3, puisqu'on parlait d'emprunter de l'argent. Eh bien, il faut savoir qu'une SCI peut emprunter de l'argent et s'endetter au maximum auprès d'une banque. Et à partir du moment où la banque dit « stop, c'est fini », eh bien, on peut créer une deuxième SCI pour emprunter de l'argent auprès d'une deuxième banque, donc s'endetter au maximum. Et quand la banque dit stop, eh bien, on continue, troisième SCI, troisième banque et ainsi de suite. Est-ce que financièrement, c'est intéressant à faire? Eh bien, à partir du moment où tu vas emprunter de l'argent, tu auras un incroyable levier de croissance. Donc, ça va booster donc ton patrimoine. Si c'est fait intelligemment. Si à un moment donné, tu fais n'importe quoi avec cet argent, ce sera plutôt un gros coup de massue que tu vas te prendre en pleine tête et là, ça risque de piquer. Je ne sais pas si tu regardes les sites de vente aux enchères, mais parfois, sur les sites de vente aux enchères, tu vois énormément de biens immobiliers qui arrivent en même temps et il arrive parfois que tous ces biens appartiennent à un même investisseur. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, tu as un investisseur qui va emprunter de l'argent, par exemple, pour un immeuble. Il arrive à l'équilibre, il récupère les loyers, il file l'argent donc à la banque pour rembourser son emprunt. Et puis il se dit, c'est génial parce que moi, quand j'aurai remboursé cet emprunt, j'aurai l'immeuble et j'aurai les loyers de l'immeuble. Donc je vais être à un moment donné blindé en fonction de mon projet. Donc je vais faire ça une deuxième fois, emprunter de l'argent pour un deuxième immeuble, emprunter de l'argent pour un troisième immeuble et on continue, on continue, on continue et on est toujours à l'équilibre. Donc on n'a aucune marge de sécurité. Et ce qui arrive dans ce cas de figure, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des grains de sable. Un grain de sable, ça peut être quoi dans ce cas de figure? Ça va être, par exemple, un logement qui n'est plus loué, puis un deuxième logement, puis un troisième. Et à partir du moment où il y aura trop de logements qui ne sont plus loués, les loyers seront inférieurs à ce qu'on doit rendre et on ne pourra plus rendre la totalité de cet argent. Donc, on va rentrer progressivement dans une spirale financière infernale. Et si on ne règle pas rapidement le problème, si on ne remet pas les comptes à flot, eh bien, on va voir les dossiers s'effondrer les uns à la suite des autres, comme dans un effet domino.
Bon allez, en 4, on va partir sur une note un peu plus positive. Avec la SCI, cela te permettra de transmettre ton patrimoine, par exemple, à tes enfants, et tout ça en ayant des conditions qui soient fiscalement très avantageuses. Imaginons que tu as une résidence principale, tu la mets dans une SCI car tu voudrais la transmettre progressivement à tes enfants. Tu vas donc pouvoir transmettre tes parts à tes enfants tout en bénéficiant de ton bien. Tu pourras y loger, tu pourras louer, tu feras ce que tu veux. C'est ce qu'on appelle l'usufruit et pour tes enfants, ce sera la nue propriété. Et finalement, quand tu vas partir vers un monde magique et merveilleux, eh bien tes enfants vont récupérer donc la totalité de ta maison. J'ai bien dit donc fiscalement intéressant car il y aura 0 € d'imposition si tu fais les choses correctement. On va prendre un exemple. Une famille, donc 2 parents, 2 enfants, eh bien il faut savoir qu'il est possible de transmettre à tes enfants donc 100 000 € par enfant et par parent. Donc si tu as 2 parents et 2 enfants, ça fait 400 000 €. Tout ça sur une période de 15 ans. Donc progressivement, tu vas pouvoir transmettre ton patrimoine immobilier à tes enfants. Et puis derrière tout ça, il y aura 0 € d'impôt. C'est quand même plus sympa de transmettre le travail d'une vie, le fruit de son labeur à ses enfants plutôt qu'à l'État. Et en 5, il y a d'autres éléments fiscalement intéressants. On va le voir, ce sera un choix entre régimes fiscaux. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir juste à présent. Voyons désormais la fiscalité pour notre SCI et on aura la possibilité de choisir entre 2 régimes fiscaux, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Il y aura des avantages, des inconvénients des 2 côtés. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Par exemple, si je reprends ce qu'on avait dit avec la maison, la résidence principale que l'on veut transmettre à ses enfants, eh bien, il y a des montages sympas à faire à l'impôt sur le revenu. Au besoin, je ferai une vidéo spécifique et complète à ce sujet. Bref, revenons sur impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et on va commencer par l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car c'est ce qu'on connaît le mieux. On a tous eu à un moment donné la joie d'avoir une fiche d'impôt entre les mains et peut-être même de faire des petits calculs pour voir si on ne va pas sauter une tranche et perdre des avantages. Car parfois, quand on a par exemple une augmentation, une toute petite augmentation qui nous fait basculer sur une tranche supérieure, on perd énormément d'avantages et on se dit « c'est chouette, hein ?» Tout ça pour ça, je suis perdant en fait, à travailler plus. Bref, regardons l'impôt sur le revenu et une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, eh bien, ça n'existe pas vraiment. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un résultat et ce résultat va être reporté sur nos associés à hauteur de leur pourcentage dans la SCI. Ce résultat peut être un gain ou une perte. On va reprendre notre exemple avec nos 2 investisseurs à 90% d'un côté et 10% de l'autre, investisseurs ou associés. Donc, imaginons que le résultat soit de 10 000 €. 10 000 € fois 90%, j'ai 9 000 € d'un côté, je vais avoir 1 000 € de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre déclaration d'impôt, notre premier investisseur va avoir une ligne à plus 9 000 en résultat foncier et l'autre à plus 1 000 dans ses résultats fonciers lui aussi. Et parfois, ça peut être bien embêtant pour ces fameuses histoires de tranches. On va prendre le cas d'une perte qui peut être, dans certains cas, très intéressant. Au niveau des pertes, eh bien c'est la même chose, ce sera reporté sur le résultat de nos associés et il faut savoir qu'on peut venir diminuer, réduire son imposition jusqu'à 10 700 € par an. Donc là, ça dépend vraiment du montage financier et de ce qu'on recherche derrière, quels sont toujours nos objectifs. À noter aussi que notre société civile immobilière peut être placée en micro ou en réel. Je t'invite à voir mes autres sociétés pour voir la différence entre le micro et le réel. On va pouvoir passer au régime de l'impôt sur les sociétés. Place au régime de l'impôt sur les sociétés où ici tu vas pouvoir déduire un maximum de choses. Et quand je parle d'un maximum de choses, on peut par exemple parler de l'amortissement. Alors, c'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est la perte de valeur de ton bien, que ce soit dans le temps
ou avec l'usure. Bon, dit autrement, ça veut dire quoi? Que ton bâtiment, le toit, les murs, le plancher, ils vont s'abîmer. Et à un moment donné, cette perte de valeur, elle va peser sur toi. Bon, tout ça, c'est souvent simplement comptablement parlant, car en vrai, niveau cash, tu vas pas le sentir. J'ai une vidéo spécifique à ce sujet, je t'invite là aussi à aller la voir. En parlant donc de choses que tu peux réduire, car oui, l'amortissement va venir réduire donc ton imposition, eh bien tu as aussi les charges classiques. Ça peut être des charges, des frais d'agence, des frais de notaire, des frais de comptabilité ou toutes les charges qui peuvent rentrer dans ce fameux package immobilier. Donc là aussi, ces charges vont venir réduire ton résultat imposable. Et oui, j'ai parlé de charges en frais de comptabilité. Pourquoi frais de comptabilité? Car au niveau de l'impôt sur les sociétés, eh bien, il y a quand même un minimum de connaissances à avoir pour avoir une déclaration qui soit carrée et surtout certifiée par un tiers. L'avantage d'avoir cette certification par un tiers, c'est qu'en cas de contrôle fiscal, eh bien, tu sais que tu es dans les règles. Donc, c'est rassurant et en plus, tu as ton expert à côté qui est là pour t'aider. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, la contrepartie de tout ça, si on revient sur l'amortissement, c'est qu'au niveau de la revente, eh bien, ça va te prendre un peu plus d'impôts. Pourquoi? Eh bien, imaginons que tu achètes un bien immobilier qui vaut par exemple 300 000 euros. Tu l'amortis, donc progressivement, il arrive à 100 000 euros. Donc c'est génial, il ne vaut que 100 000 euros, toi tu as mis un maximum d'argent de côté, mais là tu veux le revendre et tu veux le revendre à 300 000 euros. Eh bien la plus-value, elle n'est pas de 300 000 à 300 000, non, ton bien comptablement il vaut 100 000, donc ta plus-value elle est de 100 000 jusque 300 000. Donc en termes de plus-value et d'imposition sur les plus-values, eh bien là ça pique un peu plus. On va continuer avec l'impôt sur les sociétés. Étant donné qu'on est à l'impôt sur les sociétés, eh bien ça ne sera pas reporté. Et quand je dis ça, je parle du résultat, que ce soit en gain ou en perte. Et je pense souvent au gain. Ça ne va pas être reporté sur nos associés. Donc ça ne va pas venir impacter leur fiche d'impôt sur le revenu. Ça, c'est quand même assez sympa. Et le côté sympa, c'est que finalement, si tu veux récupérer cet argent, tu vas pouvoir le faire de plusieurs manières, par exemple en étant salarié, ou tu peux le faire au travers des dividendes. Bien sûr, en fonction de ton pourcentage d'investissement dans la société. C'est quoi un dividende? Le dividende, c'est une part de bénéfice qu'a réalisé la société. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Ta société va te filer un salaire ou des dividendes. Si on est dans le cas des dividendes, il faut savoir qu'il va y avoir la flat tax ou le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Et donc du coup, l'argent qu'on va te donner, que la société va te donner, sera raboté de 30%. Mais bon, après, c'est ton argent. La SCI, ce n'est pas que de la fiscalité. Par exemple, pour une SCI, il faut un gérant qui est un représentant légal et administratif de la SCI. Et puis ce gérant, eh bien, il va gérer la SCI. Et son rôle de gérant, et surtout son périmètre d'action peut être grand ou beaucoup plus petit en fonction de ce qu'on aura mis dans les statuts. C'est quoi les statuts? C'est le premier acte fondateur d'une société, également donc d'une SCI. On va retrouver des mentions obligatoires et des choses facultatives. Dans les éléments obligatoires, on pourra retrouver par exemple le capital social, sa répartition en parts sociales, qui possède quoi? On pourra retrouver l'objet de la société. Eh bien oui, elle va faire quoi notre société? Elle va acquérir des biens, elle va les louer, elle va les transmettre, elle va les gérer, elle va ouvrir un compte en banque, elle peut faire des emprunts. Bref, je t'invite à mettre un maximum de choses dans cet objet pour éviter des problèmes à l'avenir. Pour éviter le problème sur la partie facultative, je t'invite également à blinder cette partie-là. Et quand je dis blinder, on va la blinder avec quoi? Eh bien, on va se poser la question entre associés de qu'est-ce qui pourrait subvenir au cours de l'existence de notre SCI. On va regarder ces cas et on va imaginer une réponse tous ensemble et se mettre d'accord sur la réponse à y apporter. Pourquoi? Si un jour la situation se présente, eh bien on sait ce que l'on va faire et c'est écrit noir sur blanc. Donc personne ne pourra remettre ça en cause. Par exemple, imaginons qu'aujourd'hui on se mette ensemble dans le cas d'une SCI, on ne regarde pas trop cette partie facultative et à un moment donné, un associé décide de vendre ses parts sociales et il peut les vendre à n'importe qui.
Et nous, qui vont rester dans la société, on va se dire, mais attends, nous, on avait un groupe qui était quand même assez soudé, on est souvent assez d'accord. Et là, potentiellement, on va avoir un inconnu qui va mettre la zizanie, en fait, au sein de la SCI. Donc, on n'est pas hyper d'accord. Mais si on l'a pas écrit noir sur blanc au début, eh bien, il fait un petit peu ce qu'il veut, hein. Pareil, les parts qui seront vendues, elles seront vendues à quel prix? On peut déjà se mettre d'accord dès le début et l'écrire dans les statuts. Bref, on peut faire énormément de choses, il faut juste y penser avant. Il y aura également des assemblées générales à faire pour faire vivre notre SCI. Bref, dans tous les cas, je t'invite à te rapprocher d'experts dans le domaine, à minima pour la rédaction des statuts, pour être sûr d'avoir pensé à tout, de rédiger des statuts qui soient corrects, et puis surtout pour avoir le retour d'expérience de ces personnes-là qui vont pouvoir te dire « Ok, cette partie-là, que ce soit une partie obligatoire comme les objets, moi je te conseille de rajouter ça ou ça ou ça. Bah tiens, tu veux ouvrir un compte en banque, c'est pas dans ton objet. Pourquoi c'est pas dans l'objet ?» Ou alors sur la partie facultative, nous avec notre retour d'expérience, on a vu que ce cas de figure se présente, ça peut être intéressant d'y réfléchir en amont, quelle réponse vous voulez apporter face à ça. Bref, va voir un spécialiste, ça va t'éviter des soucis à l'avenir. Et tu te dis que la SCI est faite pour toi et tu te demandes comment créer une SCI. Eh bien c'est simple, on l'a vu en premier, le premier acte fondateur d'une société, ce sont les statuts. Donc il faudra rédiger les statuts, que tu le fasses en solo, enfin vous êtes associés donc il n'y aura pas que toi, ou alors que tu te fasses aider d'un expert. Dans tous les cas, il faudra rédiger ces statuts, on va y retrouver des éléments obligatoires et des éléments facultatifs. On va zoomer sur les éléments obligatoires et notamment le capital social. Eh bien oui, notre société, pour fonctionner, elle a besoin de cash. Et ça tombe bien car ça nous mène au point numéro 2. Pour pouvoir déposer ce capital social, il faut que notre société ait un compte en banque. Donc on va lui ouvrir un compte bancaire, on va déposer le capital social et puis la banque va venir bloquer ce capital le temps que la société soit réellement finalisée. Au niveau de ce capital social, tu peux mettre n'importe quoi, ça fonctionne à partir d'1 € et les banques elles s'en foutent complètement de ce que tu mets. Pourquoi dans les exemples je prenais toujours 100 €? Car 100 € c'est super simple à calculer à chaque fois. Par exemple 100 €, 100 parts de 1 €, je prends 90 parts, j'ai mis 90 €, j'ai 90%. Après si tu veux, tu peux faire 1 € avec je ne sais pas combien de parts et ça te fait des parts à 0,000. Bref, ça va te complexifier les choses. Avec 100 €, tu pourras très facilement partager les parts, donner une valeur à ces parts, exprimer un pourcentage. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ta société ou plutôt votre société car il faut être 2 au minimum. Après, en 3, il faudra publier le fait que la société donc existe, des annonces légales. Car cela, en fait, tout le monde, je dis bien tout le monde, a envie de savoir que ta société existe. Le monde entier ou... Non, en fait, le monde entier, il s'en fout complètement, mais tu es quand même obligé de le faire. Si tu veux, tu peux aller voir donc sur un moteur de recherche, tu tapes Write Information to the Cash Highway et tu vas voir ce qu'on retrouve dans ces annonces légales. Et oui, tu l'as compris, Write Information to the Cash Highway ou REACH, ça c'est ma société. Bref, allez, on continue en 4 avec tous ces éléments. Tu vas venir faire un dossier en vue d'immatriculer ta société au niveau du registre des commerces et des sociétés. Et ça tombe bien, on arrive en 5 où le greffe du tribunal, eh bien, il va venir enregistrer ta société et là, tout est bon. Bref, tu as à présent toutes les informations pour te placer sur la ligne de départ et créer une société civile immobilière pour faire grossir ton patrimoine, transmettre ton patrimoine. Bref, tu fais ce que tu veux avec, mais l'idée principale d'un investisseur, c'est de gagner du cash et de protéger du cash. Et la SCI, c'est un outil qui te permet de le faire. Et à présent, tu as toutes les informations pour le faire. Et puisque tu as toutes les informations, eh bien maintenant, c'est à toi de jouer.